Bonjour et bienvenue à cet entretien Art et Société. Mon nom est Catherine Perrin, je suis animatrice à Ici Première. La question qu'on soulève aujourd'hui, la danse. La danse est-elle en évolution? La danse est-elle en révolution? Cet hiver et ce printemps, donc, plusieurs spectacles de danse ici à la Place des Arts. Tout récemment, il y avait Minuit quelque part, présenté par la compagnie La Résistance. En ce moment, Message in the Bottle sur l'univers de Sting. La création de la Symphonie des chœurs en avril avec la compagnie de Rodney Désir, Joran et l'Orchestre métropolitain. Le Netherlands Dance Theater, présenté par Danse Danse. Bien entendu, les grands ballets sont en résidence ici avec Cantata en ce moment, mais aussi à l'affiche très bientôt Carmina Burana en avril, Gisèle au mois de mai, ce qui fait que tous nos invités sont impliqués dans au moins un des spectacles dont je viens de vous parler, des gens très occupés qui ont quand même accepté d'être avec nous. Je vous les présente. Lydia Bouchard, qui est metteur en scène, Bonjour. chorégraphe, 22 ans d'expérience sur scène, cofondatrice de La Résistance. Elle travaille aussi aux côtés du Cirque du Soleil, avec Ex Machina, le Cirque Éloise, l'Opéra de Montréal, bref, bien des compagnies très importantes. Mais vous la connaissez sans doute aussi par l'émission Révolution, qui a complété récemment une 5e saison. Ivan Cavaleri, je continue par ordre alphabétique, directeur artistique des Grands Ballets de Montréal depuis 2017, né en Italie, formé au Ballet de la Scala, formé à Moscou aussi, et puis qui a été danseur étoile à Stuttgart avant de venir s'installer donc ici à Montréal. Il est chorégraphe, on a pu voir son Casse-Noisette, Pinocchio et bientôt son adaptation de Gisèle pour les Grands Ballets. Rodney Désir, qui Bonjour. est chorégraphe, directrice artistique et générale de RD Création. Son projet Bow Trail, il y a quelques années, lui a valu 2 prix de la danse de Montréal, le prix en vol et le Grand Prix. En 2021, elle était choisie parmi les 25 to Watch du Dance Magazine de New York. Et finalement, Pierre Desmarais, qui est directeur artistique et général de Danse Danse, plus d'un quart de siècle de production, plus de 200 compagnies de danse qui proviennent de 30 pays au moins, pour un public de plus de 700 000 personnes. Vous rendez-vous compte? Danse Danse vient d'annoncer sa 27e saison, une saison qui va être extrêmement étoffée. Les Grands Ballets annoncent leur saison pas plus tard que en fait, dans 1 heure à peu près. Alors, vous voyez que c'est des gens qui bouillonnent d'activités et de tournants, mais là, j'ai envie de commencer en retournant dans le temps, dans leur passé, en leur demandant qu'est-ce qui a été le point tournant, quand vous étiez tout jeune encore, un moment de danse que vous avez vu ou que vous avez vécu et qui a fait que vous vous êtes dit, ça va être ça ma vie, peu importe la difficulté. Tiens, je vais commencer avec Lydia. Il y en a plusieurs. Hein. Je pense qu'une carrière, c'est jalonné là, de toutes sortes de petits moments qui s'additionnent pour faire un moteur intrinsèque. Ça demande quand même un dévouement, une carrière en danse. Faut que ça vienne de l'intérieur. Moi, la première fois que j'ai été vraiment touchée, renversée, subjuguée par la danse, je regardais une autre enfant qui dansait. Elle, moi, je dansais pas du tout. Là. J'étais en pantalon de jogging dans un gymnase d'école primaire. Puis elle venait danser un extrait sur pointe. Puis j'avais été complètement bouleversée par sa présence. Puis bon, je m'étais mis à danser, mais plus tard, je me rappelle d'un moment précis. Puis je pense que j'ai même jamais raconté ce moment-là. Mais j'avais la chance d'aller à Banff. Dans le temps, il y avait au Centre des Arts de Banff une résidence, puis les danseurs pouvaient y aller pour étudier ou pour travailler plus tard. Je suis retournée plus tard, mais la première année où je suis allée, j'avais 14 ans. Puis, il y a une bibliothèque extrêmement riche là-bas. Puis moi, on n'avait pas accès à Internet parce que je suis très vieille. Donc, j'avais jamais pu... j'avais pas l'accès, en fait, à voir tout ce que je voulais voir comme les jeunes l'ont maintenant. Puis je me rappelle avoir les écouteurs, puis demander des cassettes à la dame, puis des voir... VHS, des VHS grosses comme ça, là. grosses comme ça, lourdes. Puis j'ai vu la scène du tombeau de Nureyev et Margot Fontaine.
Et sa façon d'être complètement... Scène du tombeau de Roméo et Juliette? Oui, Roméo et Juliette. Complètement... elle était morte dans cette scène, mais ce qu'ils font, c'est extrêmement technique, mais son interprétation était tellement humaine. Puis il y a quelque chose de... Le classique, des fois, c'est difficile de... C'est quand on est extrêmement doué qu'on arrive plus près de l'humanité à travers ce médium-là. Puis j'ai l'impression qu'elle y est arrivée tellement bien, puis ils m'ont touchée. C'est ce moment-là, je pense, que je me suis dit, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est ça. C'est l'humanité. C'est le fameux quoi qu'il arrive. Il est arrivé quand, Pierre Desmarais, dans votre parcours? Moi, c'est arrivé plus tôt, mais pour toute autre raison. Jeune garçon, je suis parti de Montréal pour aller à Vancouver à l'âge de 17 ans. Et avant ça, je faisais des petites... j'allais les week-ends. Tu sais, il y avait les centres culturels. On faisait de la danse le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche après-midi. J'aimais ça. Et arrivé à Vancouver, c'était une ville super ennuyante. Et je me suis dit, bon, ben, pourquoi je ne regarde pas à faire de la danse? Et c'est la première et la seule compagnie avec qui j'ai dansé à Vancouver, c'était Anna Wyman Dance Theatre. Et je suis allé dans le studio. J'étais le seul gars. Ça m'a tellement frappé. J'ai dit, c'est ce que je veux faire. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Il y avait 15 filles. Il y avait 15 filles, donc... J'étais le seul gars. J'ai dit, j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé ma vie. Et après ça, il a découlé plusieurs choses, mais c'était la première fois que j'ai été sur scène. C'est pour moi, c'est ça qui a solidifié ce désir-là et cette envie-là d'être sur scène. D'accord. D'abord, le choix de la danse à cause, je dirais, du contexte social. Exactement. Et ensuite, l'effet de la scène. C'est intéressant, en deux étapes. Rodney Désir? En fait, pour moi, je dirais que c'est en deux grands mouvements. Le premier, c'est l'impact de voir Michael Jackson et comment son corps avait une prouesse, comment les gens le regardaient avec une grande admiration et ils suspendaient le temps. Moi, c'est cette relation aux autres qui me fascinait. Puis je me disais, est-ce que c'est comme magique? Il a comme une baguette magique. Un super pouvoir. Qui suspend les gens. C'est vrai. Et donc, ça s'était resté. Et par la suite, pour moi, c'était l'espace de préparation avant le spectacle. Toute la phase de loge, quand j'étais plus jeune, on présentait au Cégep Onsic et de devoir se préparer, se maquiller, répéter, c'était d'autant plus important pour moi que d'arriver sur scène. Sur scène, ça allait, mais c'était vraiment tout ce qui était autour, ce rituel me fascinait. La fébrilité d'avant-spectacle. Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux vivre ce moment d'avant. Je veux me préparer suffisamment puis comprendre toutes les clés en arrière d'un spectacle pour ensuite pouvoir en faire. Donc, voilà. Ah, très intéressant. Très varié aussi. J'aime beaucoup ça. Et Ivan Cavalieri, pour terminer? Est-ce que je peux détacher parce que je prends Oui, bien sûr, si vous voulez. Je pense que la première fois, c'était un souvenir de ma mère, parce que moi, j'étais trop petit pour me rappeler de ce moment. J'ai regardé Gisèle à la télé, blanc et noir, et j'étais très, très petit, peut-être autour de 4 ans, 5 ans. Et apparemment, j'étais très, très concentré, je regardais tous les spectacles, et mon père était très préoccupé. Et finalement, il regarde ma mère, c'est ma mère qui m'a dit ça des années plus tard, parce que moi, j'ai commencé la danse à 14 ans, donc assez tard. Et il lui a simplement dit, qu'est-ce qu'il va devenir celui-là? Et finalement, la deuxième rencontre, c'était quand je suis rentré dans les studios de danse à Bolzano. Moi, je descends de la montagne, nord d'Italie. Il n'y avait pas vraiment de spectacles à voir à l'époque. Donc, je suis rentré dans les studios de danse parce qu'il cherchait un garçon pour faire West Side Story. Je suis rentré, j'ai pris mon premier cours, j'avais aucune idée de ce que c'est. Ils m'ont dit, suive la fille devant toi. Eh bien, j'ai suivi, et après, madame, elle m'a dit, tu peux venir à partir de demain tous les jours, tu n'as pas besoin de payer. Et voilà, depuis, je ne suis plus sorti pratiquement de cet univers. Puisqu'on est dans l'univers on s'est transporté dans votre jeunesse, on va encore parler de jeunesse, là, parce que vous êtes tous en contact avec des jeunes, mais peut-être encore plus Lydia à travers Révolution et Ivan à travers
les jeunes danseurs qu'on recrute pour le ballet, mais un peu tout le monde finalement. Qu'est-ce que c'est encore aujourd'hui au 21e siècle que ces jeunes-là ont en commun? Parce qu'on s'entend maintenant, ils ont tous un téléphone dans la main, ils ont tous, comme tout le monde, une espèce de source infinie de distractions numériques où ils pourraient s'oublier, perdre leur temps, mais ils choisissent encore maintenant d'investir du temps. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces jeunes-là, Lydia? Attends, je vais faire comme toi. Je trouve que c'est une excellente idée. En commun, je ne sais pas ce qu'ils ont en commun, mais je sais qu'ils vivent à une époque absolument effervescente. Moi, je vois un engagement extraordinaire des jeunes. Je ne sais pas pour toi, mais je trouve que c'est un peu le syndrome des Olympiques, là. Tu sais, à chaque année, on bat nos records, on regarde les records des années 60. Non, de temps de perfectionnement, les athlètes des années 60 ou les danseurs des années 60, puis les danseurs de maintenant, c'est complètement différent. Ah, d'accord, le niveau technique monte. Le niveau technique monte. Le niveau, après, de réflexion artistique, le marché change. Donc, j'ai l'impression qu'il s'adapte à un marché qui est complètement différent, en tout cas du marché dans lequel moi j'ai évolué. Je trouve ça très inspirant de les voir aller. Ils sont beaucoup plus que moi. Je ne veux pas généraliser toute ma génération, ce serait terrible, mais je les trouve beaucoup plus au fait et beaucoup plus... ils ont un sens des affaires, ils ont une globalité du marché puis de l'art vraiment très intéressante. Je les admire, moi. Et en ballet, Yvonne Cavallari, est-ce qu'on constate la même chose? Est-ce qu'ils sont très ancrés dans leur époque aussi? C'est partagé. Je pense que oui, l'engagement est là, mais aussi il y a une sélection un petit peu naturelle, je dois dire. Donc pour la danse classique, on ne peut rien faire d'autre qu'être né avec un corps assez flexible. Si on n'a pas les corps flexibles, c'est mieux de s'adresser à un autre peut-être style de danse pour pouvoir avoir une carrière, parce qu'on sait déjà du début que le chemin de la danse classique devient douloureux parce que il faut surtout à l'époque d'aujourd'hui, les standards ont changé tellement que presque tous les garçons, ils sont les jambes jusqu'à la tête. Enfin, c'était pas mon époque, parce que à mon époque, déjà, quand un garçon avait une certaine proportion et il avait 2 jambes, ils étaient contents de rentrer dans une école. Et nous, c'était une rarité. On était 11 garçons, et toutes les 11 ils sont diplômés à la Scala, au Bolshoi. Au contraire, il y en avait au moins, parce qu'on était 800 élèves, mais il y avait aussi des compagnies de demi-caractères, chose qui, après, adressait les différents... C'est un style que nous, on ne pratique pas ici et non plus. On a utilisé la danse de demi-caractères dans les grands ballets classiques. Et à l'époque d'aujourd'hui, il y en a beaucoup de garçons qui aiment faire la danse. Et les côtés sportifs, je dirais, il y a aussi un certain côté sportif. Il y a une certaine compétition dans les sauts, dans la pirouette, dans l'élévation, bien sûr. Et voilà, et je dirais que comme je reçois beaucoup d'applications pour pouvoir entrer dans la compagnie, je dirais qu'il y a une proportion entre peut-être 70% filles et 30% garçons. C'est beaucoup plus élevé que dans mon époque. Ah oui, d'accord. Donc, ils sont là, les jeunes sont là encore. Oui. Il y en a encore beaucoup qui ont envie de se donner complètement. Parlons du public maintenant. Il est ici le public aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui fait que la danse, Pierre Desmarais, puis je vais poser la question à Rodney aussi, qu'est-ce qui la rend, je dirais, résonante avec notre époque en ce moment? Mais c'est surtout avec les nouvelles formes aussi de danse, que ce soit parce qu'en fait, la danse contemporaine, c'est très large. Non, ça va pour moi, ça va de la claquette au ballet. Je pense qu'il n'y a pas encore eu d'historien qui s'est penché sur les courants à l'intérieur. J'ai hâte. Oui, là, ça va être le fun. Absolument. Donc, à cause de cette diversité de styles et de pratiques et de différentes compagnies qui viennent de différents continents,
car nous, on présente de différents continents et ainsi de suite. Donc, ça rejoint un public beaucoup plus vaste. Nous, on le voit à l'intérieur, si j'ai une compagnie comme Sankofa Dance Afro qu'on a présenté, il y avait beaucoup de personnes d'Amérique du Sud qui sont venues voir le spectacle. Là, j'ai Sofia Nappi qui fait un spectacle à la 5e salle. Bien, on entend italien dans la salle. Et donc, parce que c'est une jeune chorégraphe italienne. Donc, la danse a ce pouvoir-là de rejoindre beaucoup les communautés que l'on a à Montréal, en fait. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans, c'est de pouvoir amener ou de pouvoir même créer des spectacles, comme on le fait avec Minuit quelque part, pour divers publics. Et ce pouvoir-là va déjouer l'autre risque, celui du public qui se dit « Ah, c'est de la danse, ça doit être pour les initiés. » Donc, parce qu'il y a ça aussi, hein? Il y a certains préjugés aussi autour de la danse, là. Mais ce que je comprends, c'est que toute cette diversité-là a en elle un potentiel d'aller chercher un public. Absolument. Moi, je pense qu'en fait, c'est qu'on devrait enlever le mot contemporain et de ne l'appeler que de la danse. Oui. Parce que c'est vraiment... si on demande au commun des mortels à 20 personnes sur la rue, vous savez, c'est quoi la danse contemporaine? Je suis convaincu qu'il y en a 19 qui vont dire c'est quelque chose de difficile. Ouais, c'est quelque chose de spécial. Mais si on leur dit, vous savez ce que c'est la danse, ils vont vous regarder, ben oui. Ben oui, ils vont se sentir concernés. Je regarde Lydia. Mais il y a autant, je pense, de sortes de danse qu'il y a de sortes de publics. Vous êtes tous différents, vous êtes tous uniques, vous aimez tous une variété de choses qui créent votre empreinte digitale de public. Ben, c'est la même chose pour un artiste. Je pense que si on est... Bon, si on passe pas à côté du bateau, on ne bout de rien. Claude Lemel disait, il faut lire de tout, de la Bible au polar. Puis je pense que c'est vrai. C'est vrai pour la danse aussi. C'est vrai pour la danse aussi. Oui, intéressant. Je pense que le public d'aujourd'hui, puis moi, je réfléchis beaucoup à vous, puisque je fais des spectacles pour vous. Sinon, j'ai manqué l'exercice là, de se rejoindre humainement ensemble dans une salle, puis de vivre quelque chose ensemble. Puis je me dis, mais ce public-là, il joue à des jeux vidéo aussi. Qu'est-ce qu'il aime des jeux vidéo? Puis aussi, il va sur Marketplace, puis il scroll, il regarde des choses sur Instagram, mais aussi, il va au musée, puis il veut voir de l'art immersif, mais aussi, il veut être touché tout seul avec quelqu'un, puis avoir une conversation. Donc, c'est tout ça. Tout ça devient de la matière. Et Rodney Désir, ce public-là, on pourrait ajouter, il vit sur la même planète que moi et il se pose des questions. Et ça nourrit beaucoup ta pratique. En fait, je pense qu'il y a un moment où on a choisi de dissocier la danse de la société, qu'on l'a emmenée sur les scènes. Et donc, il ne faut pas oublier que ces cercles de la danse, hein, ce bon rigodon qui rassemble des gens, ces danses ancestrales qui font en sorte qu'on a envie de rentrer au centre, de danser, de s'exprimer, de dire qui on est et de retourner dans ce cercle transformé. La danse est un espace qui nous permet de nous transformer, d'affirmer qui nous sommes. Donc, je pense que la danse concerne tout le monde et le moment où on va commencer, déjà juste de dire la danse, après ça, de pouvoir rajouter des termes qui viennent lui donner une valeur, une caractéristique, non pas pour la segmenter, mais pour encore mieux enrichir notre vocabulaire. Comme on dit dans un orchestre, il y a des musiciens, mais bon, quel instrument tu joues? Et là, on découvre, il y a une curiosité. Donc, je pense que l'élément, si on revient à la jeunesse aussi, la curiosité, l'engagement sont encore présents. Le désir de persévérance est toujours présent. Et quand je vois une personne âgée ou un enfant qui rentre dans un cercle de la danse, c'est parce que ces personnes-là veulent dire maintenant qu'ils existent. Et donc, pour moi, la danse est vraiment un socle qui nous permet de dire qu'on est en vie. Oui, mais là, tu parles du geste de danser, mais quand tu prépares un spectacle qui est destiné à un public, tu ne fais pas monter tout le monde sur scène. Qu'est-ce que tu leur proposes, toi, comme façon d'entrer dans leur vie? Il y a quelque chose ça vient me faire penser... Moi, quand j'ai voyagé en Martinique pour comprendre les danses Belé, Damier, Kalenda, qui sont des danses traditionnelles, il y a une chose qu'on m'a dit que j'oublierai jamais. Dans la danse Belé, il y a 7-8 grandes clés. Et la 7e clé qui est fondamentale à tout ça, qui fait en sorte que la danse peut vraiment exister et que la musique peut exister,
c'est ce qu'on appelle l'assistance. Et donc, c'est ce qu'on appelle ici le public, mais c'est ceux qui permettent de dire il y a réellement un événement. Sans ça, il y a quelque chose qui se passe, mais il n'y a pas d'échange et il n'y a pas d'énergie. Donc, cette énergie, quand on crée un spectacle, ça va au-delà de dire est-ce qu'ils vont aimer ça? Qu'est-ce qu'on laisse comme empreinte dans ce moment qui devient unique au-delà d'une programmation? C'est intéressant comme image parce que la danse ne se sert pas des mots pour ça. C'est beaucoup plus instinctif, la relation. Viscéral. On ne peut pas leur dire « avez-vous compris ?» On peut leur dire « quel est Avez-vous vécu? » Avez-vous vécu? Oui. Lydia? La question d'instinct, en fait, j'aime tout ce que j'entends, Rodney. Je trouve ça très beau ce que tu dis parce que c'est viscéral, danser. Puis moi, juste de mon expérience de Révolution, là, à 7h30 le dimanche soir, à heure de grande écoute, qui est un si grand mouvement de gens qui l'écoutent et qui y soient attachés, moi, je me dis, ils ne sont pas en train de découvrir la danse. Le Québec n'est pas en train de découvrir la danse, il se rappelle. Il y a quelque chose de la mémoire physique. On danse partout, tout le temps, quand on pleure, quand on berce son bébé, quand on fait un câlin à quelqu'un. On est dans le mouvement, on habite notre corps. Ça fait partie vraiment de nous au plus profond. Donc, qu'on la pratique à un haut niveau ou qu'on vienne l'apprécier puis entrer dans ce flot d'énergie-là, ça reste profondément humain, le mouvement. Pierre Desmarais, est-ce que c'est à cause de la nécessité de cette espèce de communion, d'échange que vous avez créé le festival de danse de la rue, Joe? Oui, mais en fait, avec Joe Festival de Street Dance, c'est une rencontre. En fait, c'est une rencontre entre moi et Andy Yassine et Eliane Ross, et avec l'appui de la Place des Arts, on a dit il fallait que ça se passe sur l'esplanade de la Place des Arts. Il fallait qu'il y ait ce mouvement-là parce que c'est un peu le hip-hop, le street dance qu'on recule aux extrémités de la ville, en fait, au lieu de le ramener au centre de la ville. Et on a décidé de créer un écrin, en fait, pour le street dance, avec les battles et ainsi de suite. Et ça l'a vraiment explosé. On avait 35 000 personnes l'an passé. On va se rendre à 50 000 personnes cette année. Et c'est vraiment parce que c'est une forme qu'on dit, comme on dit, on a essayé de la séparer. Pour moi, je les vois faire les battles. Ils font de l'improvisation contemporaine, et pas à peu près. Puis il y a des puristes. Hein. Il y a des puristes. Il faut entrer dans, avec que la communauté ait envie qu'on y entre aussi. Oui. C'est très gardé. Donc, c'est la beauté d'amener divers publics au même endroit pour qu'ils vivent l'expérience différemment. Les street dancers le vivent d'une façon et le public général le vit d'une autre façon. Mais c'est ça la beauté, en fait, de mélanger les styles comme ça. Oui. Je parlais c'est incroyable, la quantité de spectacles qu'il y a en ce moment là, de danse, ne serait-ce qu'ici, à la Place des Arts. Qui a vu ou va voir un spectacle de danse depuis un mois ou dans les prochains mois ici? Je pense qu'on a un public de danse. On vous remercie. Bravo. Qu'est-ce que c'est? En ce moment, est-ce qu'on vit une époque particulièrement riche, Rodney Désir, pour la danse? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air du temps qui fait que la danse devient une espèce de, je dirais, de refuge pour... je ne vais pas faire tomber en bas de votre chaise là, en disant que les temps ne sont pas évidents. Là. Il y a des crises à n'en plus finir, des crises sociales, des crises du logement, des crises climatiques, des crises de la confiance, des crises de la démocratie. Mais il y a plein de gens qui viennent voir de la danse. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Et moi, je pense qu'on est dans un moment où il y a une rencontre entre... tout à l'heure, on parlait de révolution, donc des gens du public, mon neveu qui écoute Révolution et qui, lui, se dit, ben, est-ce que c'est la même chose dans une salle de spectacle? Parce qu'on a des conversations sur le sujet. Et je pense qu'on crée un pont, notamment, entre ce qui est dans un écran, ce qui est sur une scène et ce qui est dans la rue, mais finalement, qui est pas mal la même chose. Ouais.
en ce moment, dans le suivant, justement, 2020, on va le dire comme ça, il y a eu une naissance, une effervescence de plusieurs jeunes chorégraphes aussi qui sont présents maintenant, qui ont une voix, qui ont des signatures et qui commencent à se manifester. Moi, c'est ce qui m'excite énormément de voir ces chorégraphes petit à petit scander une nouvelle signature que j'ai très hâte de voir comment ça va se manifester sur les scènes. L'endroit où je me dis, mais à quel moment on va pouvoir voir tout ce beau monde-là, c'est qu'il n'y a pas autant de scènes non plus, il n'y a pas plus de salles de spectacle, donc c'est peut-être là que le public va dire, on les a jamais vus, ces chorégraphes-là, parce qu'il faudrait créer un nombre incroyable de salles pour les voir. Donc, les capacités de production t'inquiètent un peu là, pour les prochaines générations? Bien, je pense qu'il y a une conjoncture économique qu'on ne peut pas évacuer. C'est certain qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, on est dans une conjoncture économique particulière. Oui, c'est inquiétant. Je pense que l'art a toujours réussi à traverser les époques malgré tout. Mais la grande question va être à quel prix? Cependant, ce qui est vraiment excitant, c'est de voir aussi cette jeunesse qui prend une grande parole, de voir ces rencontres entre les différentes formes de style et de voir davantage de scènes s'ouvrir aussi à des formes qui, habituellement, on ne les voyait pas, où ils n'avaient pas accès. Donc, ça, pour moi, c'est ça qui est excitant. C'est là-dessus que j'ai envie de célébrer. Ça a été un peu le pari, je pense, de Minuit quelque part. On va en parler avec Pierre et Lydia. Je veux juste clarifier une chose. Ton neveu qui a dit « J'aimerais ça, est-ce que ça se passe comme ça dans la salle? » J'espère que tu lui as dit que les danseurs ne restaient pas suspendus en l'air dans la salle. Je lui ai pas dit parce que c'est ça qui est beau dans la magie aussi. C'est fascinant. Il y en a qui ont du ballon, hein? Il y en a qui sont capables. Quel est le potentiel d'émissions comme Révolution pour justement amener un nouveau public? Pierre Desmarais, est-ce que c'est le pari que vous avez pris, qu'on pouvait, en créant un spectacle comme Minuit quelque part, essayer de créer ces ponts-là? Bien, en fait, le spectacle Minuit quelque part vient d'une idée aussi de Capas, qui est ici dans la salle, qui a approché Lydia. Oui, et à ce moment-là, la beauté du projet, c'est que c'était de permettre, en fait, une soirée dans laquelle on pouvait voir 8 chorégraphes ou 9 chorégraphes et de pouvoir proposer ça aux diffuseurs en tournée, aux diffuseurs à travers le Québec qui cherchent, en fait, si on peut dire, un produit ou des produits que le public aussi veut voir ou aimerait voir. Et juste l'anecdote, il y a déjà 31 villes au Québec. Wow! C'est formidable. Qui vont voir Minuit quelque part. Et donc, la proposition a été acceptée et le public embarque, Lydia? Oui. Oui, le public est là, puis le public fait le pont. Il y a des gens dans le public qui viennent vraiment de la danse contemporaine, puis des gens qui viennent de l'heure de grande écoute, puis qui disent « Ah, ben moi, je vais continuer, je vais approfondir. » Puis je le vois vraiment, j'ai plein d'analogies de littérature aujourd'hui, mais bon, c'est ça. Je le vois vraiment comme un recueil de nouvelles, Minuit quelque part. Donc, des chorégraphes qui se mettent ensemble. Bon, à la Résistance, avec Marion Kritzinger, on a eu le bonheur là, de chapeauter tout ça en mise en scène puis en dramaturgie. Donc, c'est des écritures chorégraphiques différentes. Révolution, moi, le dimanche soir, je vois ça comme une première lecture. C'est une formidable première lecture d'un haut niveau, je pense, à plein d'égards. Et c'est peut-être la seule lecture que certaines personnes vont avoir dans leur vie de la danse. Puis bon, ben, ils en auront une. Puis je pense qu'on est tous plus riches pour ça. Puis ensuite, il y a toutes sortes d'autres choses à lire, il y a toutes sortes d'autres choses à voir. Donc, par Minuit, quelque part, je pense qu'on arrive à faire une proposition. C'est une étape suivante. Oui, puis ça peut être, tu sais, je veux dire, c'est pas un produit intermédiaire du tout. Je pense que on a visé vraiment un haut niveau contemporain. Il y a des chorégraphes émérites, Marie Chouinard, Anne Plamondon, Ismaël Mouraki, etc. Tu sais, c'était vraiment extraordinaire, mais ça propose d'approfondir dans certaines écritures, puis peut-être de définir ses goûts à travers ça. Oui, tout à fait. Yvonne Cavalieri, depuis tout à l'heure, on parle de la manière dont la danse se nourrit des arts de la rue, de la réalité, de la télévision, des formes populaires pour en faire quelque chose. Le ballet, lui, est dans une classe un peu différente parce qu'il a son langage, il a son histoire surtout. Mais le ballet veut quand même continuer de parler au monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est les paramètres, qu'est-ce que c'est les outils que le ballet a pour continuer à parler au monde d'aujourd'hui?
Je dirais que la réponse est, pour moi, ça c'est une réponse très personnelle, je trouve que c'est à travers la musique. Parce que pour nous, c'est 5, 6, 7, 8, on ne peut pas s'en sortir de là. Donc, parce que Tchaïkovski a créé une musique énorme, je pourrais même oser dire que oui, les Casse-Noisettes, chaque année, nous, on propose une Casse-Noisette. Cette année, c'est la 60e année, c'est l'anniversaire des Casse-Noisettes. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans Tchaïkovski? Et donc, les Lacs du Cygne. Et je pense que quand on commence à regarder à la danse classique, on ne peut pas nécessairement la dissocier de la musique classique. Ça peut se faire aussi sur boum, boum, boum. Ça, c'est pas, on peut danser sur toutes les musiques. Après, il y a une durabilité, une longévité, et ça, c'est la musique. Parce que nous, on n'est pas longève assez. Il y en a qui sont peut-être arrivent à dépasser les 100 ans, mais après ça s'arrête là. Oui, je comprends, mais les corps ils s'arrêtent là. La musique, ce sont des chefs-d'œuvre, mais si vous les dansiez exactement comme en 1814, avec les mêmes petits tutus un peu poussiéreux, puis les plumes sur la tête, le public s'ennuierait peut-être. Qu'est-ce qui fait? Comment on réinvente ces classiques-là? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme... Est-ce qu'on veut raconter des nouvelles histoires avec cette musique-là qui a fait ses preuves? Oui. Je pense que les tutus est né pour une raison esthétique, pour montrer la ligne des jambes. Et donc, si nous, on continue à alimenter des écoles, des grandes écoles, l'Opéra de Paris, Bolshoi Théâtre, les grandes écoles, nécessairement, il faut que cet élève, cette star du futur, rentre dans une tradition. Oui, pour la formation. Après, oui. On peut toujours penser que cette production des 60 ans a besoin d'être réinventée. Parfois c'est possible, parfois c'est pas possible, parce que c'est la personne ou le chorégraphe est décédé qui a le droit de toucher. De temps en temps, je le fais, mais après... On ne réécrira pas Tchaïkovski non plus, puis on adore l'écouter. Oui, on ne réécrira pas non plus Balzac, puis on adore relire. Puis mais ça fait partie de ça. Il y a des grands ballets quand même que je pense vont survivre. Et d'autres qui vont... Oui, on adore Molière, on adore Shakespeare, mais on réinvente les mises en scène. On réinvente les scénographies. Est-ce que de la même façon pour le ballet... Absolument. Oui, voilà, c'est ça. Oui, absolument. Oui, Il y a des paramètres sur lesquels on peut intervenir pour le rendre plus absolument. actuel. C'est un paramètre personnel, c'est qu'à chaque fois qu'on on essaie d'interpréter un nouveau classique, que ça soit fait pour les grands ballets, qui ne soit simplement copier-coller de quelque chose. Mm-hmm. Ça, pour moi, c'est très important qu'il y ait une identité assez particulière. Donc, presque jamais, je prends quelque chose parce que ça fait comme ça. J'essaie quand même de transmettre aux danseurs l'idée que continuellement, on doit évoluer dans notre façon de transmettre, dans notre façon d'écouter la musique, dans notre façon de s'habiller aussi. Après, sur notre note personnelle, je pense que oui, les grands classiques, ils doivent être changés plutôt plus tard, et ça va plutôt plus tard tomber sur notre tête, parce que on peut plus se confronter avec la jeunesse d'aujourd'hui, avec, par exemple, la pantomime de Gisèle des 300 ans. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé la pantomime, parce que s'il y a un jeune garçon, une jeune fille qui vient au théâtre, ils ont besoin de Google Translator pour comprendre ce qu'ils disent. Donc, c'est sûr, c'est une nécessité, mais ça existe. Hein, Donc, oui, on réajuste, on réinterprète. Ouais. À chaque jour. Oui, à chaque jour, d'accord. Rodney Désir? Je pense qu'il y a, dans le classique, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que oui, il y a une réactualisation qui est intéressante à voir dans l'écriture, mais un peu comme l'architecture, des fois, on se dit, tel monument, il n'est pas vraiment important. On va passer à autre chose, on va
bâtir un beau nouveau condo. Mais des fois, l'histoire, tu sais, moi, je vois vraiment le classique comme étant cette histoire qui se répète et qui garde une forme de matrice sur qu'est-ce qui s'est fait dans le passé. Et c'est aussi important de garder ces classiques-là présents et de les réactualiser en fonction de ce qu'ils vulgarisent, bien sûr. Mais de l'évacuer complètement, c'est là où on vient perdre certaines traditions. Un fondement, peut-être? C'est plus un classique, en fait. Ça devient une œuvre contemporaine d'après quelque chose, une relecture. Alors, ils défendent les classiques purs. C'est beau à voir. Oui, je pense qu'il faut avoir tout. Oui, il faut avoir de tout. Puis le classique a sa place, puis il donne toute une autre perspective, puis il y a toute une autre magie au classicisme. Je le trouve important parce que ça donne du relief à tout ça. Ouais. Mais par contre, Pierre en Desmarais. ballet, aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de pièces qui se font en ballet contemporain, puis qui utilisent toutes les mêmes formes, les mêmes normes et ainsi de suite, mais qui amènent le ballet beaucoup plus loin. Donc, c'est ça. Il n'y a pas que les classiques, il y a la nouvelle création pour le ballet qui amène une certaine actualisation aussi. Oui, oui. Et quand même, ça reste toujours dans certaines limites, parce que le corps a quand même de certaines limites, malgré qu'à l'époque d'aujourd'hui, on a une élasticité beaucoup plus grande que par rapport à 20 ans, 30 ans. Il y a, oui, des chorégraphes comme William Forsythe qui sont allongés encore plus la ligne originale des Balanchines, qui est un chorégraphe un peu plus mathématique et épuré de la narrative. Mais quand même, je dois encore constater que dans une ballet narrative, exactement, quand on n'utilise pas les mots, les sentiments et la façon d'exprimer à travers le corps peut vraiment donner un moment magnifique et magique. Et si on parlait du pont à travers lequel le public peut arriver à cette... c'est exactement cette émotion. Si on danse sans émotion, même dans les moments... peut-être que ça n'existe même pas. On ne peut pas danser sans émotion. Peut-être qu'on ne peut pas. Est-ce qu'on peut danser sans émotion? Tiens, S'il vous plaît, non. Non. Rodney, impossible? Bien, en fait, je pense que c'est possible de le faire si... Eh bien, je crois que ce n'est pas favorable. Mais oui, ça ne devrait pas exister. Alors, qu'est-ce que c'est le carburant de ton émotion quand tu crées, Rodney Désir? Moi, je crie parce qu'il y a quelque chose qui me fait crier de l'intérieur. Crier. Oui. Donc, en fait, est-ce que ça part souvent de quelque chose de douloureux? C'est pas nécessairement douloureux, c'est que je vois une incohérence dans une situation où j'ai un questionnement où je me dis, mais comment se fait-il? Et donc, moi, c'est ce comment se fait-il qui m'amène à générer une œuvre dans n'importe quel sujet, un peu comme prochainement Symphonie de cœur vient justement de ce questionnement sur les maladies cardiovasculaires qui touchent énormément de gens dans la société, mais qui est une des grandes raisons de décès, une des plus grandes causes de décès dans le monde, qui est rarement parlée. Donc, je me dis, mais comment se fait-il qu'avec l'intelligence qu'on a, être humain, qu'on n'a pas encore trouvé une façon de prévenir, de se parler, et donc de vouloir creuser ça, mais en même temps, les relations amoureuses, je veux dire, on parle de l'amour depuis qu'on est tout petit. Autrement dit, si on parle de cœur, on prend le cœur dans plusieurs sens. Oui, donc comment se fait-il qu'on ne comprend toujours pas c'est quoi l'amour? Donc pour moi, c'est comment se fait-il qui m'emmène à créer, et je ne crée pas juste pour faire un geste. J'ai besoin de le sentir monter de l'intérieur. Autrement, je laisse ça à d'autres gens qui vont monter de l'intérieur, mais plus que ça, souvent, tu fais des enquêtes pour répondre un peu à tes questions. Tu as rencontré des experts déjà. Oui, en fait, moi, ça vient d'un désir de comprendre l'être humain. Depuis que je suis jeune, depuis que je suis toute petite, depuis l'âge de 7 ans, c'est mon jeu préféré. C'est de questionner l'être humain et de lui demander pourquoi tu joues à telle heure le piano ou pourquoi tu fais telle chose. Donc, je m'en vais directement à la source. Je me dis, il y a des gens qui travaillent là-dedans tous les jours et qui connaissent mieux que moi. Je vais leur poser des questions et je vais demander aussi à des patients et patientes qui vivent ça à tous les jours. Je ne vais pas improviser l'insuffisance cardiaque. Ça serait terrible parce que ça ne s'improvise pas. Il faut comprendre l'émotion. Je documente l'émotion, je documente le réel, le vécu, pour ensuite mettre en scène qu'est-ce que c'est venu provoquer à l'intérieur de moi et créer une conversation. Alors, Rodney le fait d'une manière très systématique, mais dans un sens, je posais la question à Pierre Desmarais, à Lydia,
Est-ce qu'on pourrait dire que dans toute danse au 21e siècle, on documente quelque chose, là? Je pense à toute cette variété de compagnies qui viennent à Danse, mais chacune arrive en nous parlant de quelque chose, d'une réalité, d'un pays autre. Oui, je pense que chaque compagnie, vraiment, chaque chorégraphe, en fait, amène un cri du cœur qui l'a touché d'une façon ou d'une autre. Et donc, il y a toujours une histoire en arrière de la danse. Il y a toujours. Je ne sais pas pourquoi je revois tout d'un coup Palermo de Pina Bausch, puis c'est seulement en le voyant et en lisant que j'ai compris à quel point c'était un documentaire, dans un sens. Exactement. Et donc, c'est là que ça touche tout le monde. Puis les jeunes chorégraphes qui se présentent à Révolution, est-ce qu'ils documentent quelque chose, d'après toi, Lydia? Oui, ils font beaucoup de recherches. C'est complètement un autre rythme de création, mais je pense qu'ils ont... c'est des artistes à part égale là, qui font vraiment de la recherche puis qui mettent leur cœur sur la ligne. C'est ça l'affaire, c'est les grands... La raison pour laquelle... C'est très bizarre hein, comme comportement, que tous les êtres humains, là, on se rassemble, puis là, vous venez, plusieurs êtres humains, regardez 4 êtres humains pendant quelque temps parler ou danser ou faire quelque chose. C'est très étrange. Ce qui vaut cette attention-là, qui est très précieuse... Le spectacle. C'est le sentiment... C'est les grandes valeurs humaines. Donc, si ce n'est pas une histoire, si ce n'est pas narratif, il faut que ce soit connecté sur quelque chose qui nous apporte conjointement quelque chose, et l'artiste et la personne qui consomme l'art, qui reçoit l'art. Donc, c'est ça. Je pense que c'est par là. Donc, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que ça répond un petit peu, finalement, à la question que je soulevais tantôt. Période de crise, est-ce que dans la danse, on cherche, entre autres, sans dire des réponses ou des solutions, mais un éclairage, une compréhension? C'est la responsabilité des artistes, je pense, de faire écho à leur temps, puis dans toutes les périodes de l'humanité, dans les grandes périodes de drame, ça a été des périodes extrêmement riches, malgré la pauvreté, malgré la maladie, ça a été des périodes extrêmement riches de création. Puis ça, peut-être qu'on verra ça en déterrant, là, en regardant dans la Terre ce que c'était en 2024, un jour. Là. Et peut-être en 25 et en 26 oui, c'est et en ça, 27. exactement. Peut-être qu'on le découvrira a posteriori, ce que l'être humain a fait de ça, mais je pense que c'est ça. Dans notre façon d'être humain, il y a l'art, puis l'art est inné, puis qui va continuer de vaincre. Peut-être que je vis dans une utopie, mais je vais rester là, si vous permettez. Mais donc, sans s'imaginer que la danse va sauver le monde, Pierre Desmarais, cette impression que le public vient chercher un regard sur le monde, vous la partagez? Oui, et ça peut être un regard joyeux, comme ça peut être un regard déprimant, comme ça peut être... Il y a toutes sortes de regards. Hein? Ou en tout cas inquiet. Ça peut être inquiet, la danse. Bien, ça n'a pas à être inquiet. Ça Ça peut être inquiet parce qu'un chorégraphe amène ce que lui ressent de l'état du monde en ce moment. Donc, on met toujours sur la scène ce qu'on voit, ce qu'on est, d'où on vient, où on veut aller. Donc, mais moi, je ne regarde pas que ça peut être inquiétant et ainsi de suite. À preuve, j'ai Message in a Bottle, et j'ai des abonnés qui viennent me dire après le spectacle, c'est le meilleur spectacle des 25 ans de danse. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de m'insulter. J'ai présenté 200 compagnies. Et là, et la personne qui me dit ça, c'est une abonnée depuis les débuts, 25 ans. Mais c'est parce que hier, à la fin, ils font danser les gens. Elle s'est levée avec sa canne, elle a dansé. Puis pour elle, elle est dans un autre monde. Et peut-être qu'il y a 15 ans, sa réaction aurait été différente. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'elle vit aux alentours, elle a vécu un moment de joie totale. Donc, et chaque pièce amène ça, en fait. Chaque compagnie amène une version différente du monde, en fait. D'un regard sur le monde. Un regard. Oui. Rodney Désir, qu'est-ce que les gens te disent? Est-ce qu'ils reçoivent toute cette part documentaire? Est-ce qu'ils la reçoivent? Est-ce qu'ils t'en parlent ou c'est pas important pour toi dans un sens que ce soit compris?
Moi, je ne recherche pas nécessairement que les gens comprennent. Je suis portée par les questions que les gens vont avoir. OK. J'aime voir le spectateur et la spectatrice comme des êtres intelligents qui ont une capacité de se dire, c'est peut-être pas après le spectacle que je vais avoir la réponse, mais dans une semaine, en étant devant le métro, quand le métro y arrive, je revis ces moments, ces mouvements, et paf, ça réarrive, puis je fais, oh, mon Dieu, ce spectacle-là vient de me rentrer dedans. Donc, je ne cherche pas l'instant après le spectacle à aller prendre le pouls du public. Pour moi, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on vit ensemble quelque chose. Tout le monde a ce petit brin de magie en dedans d'elle et de lui. Puis on ne sait pas à quel moment ça va éclore. Mais ça va éclore à un certain temps. Puis ça, je fais confiance à ça. Oui. Yvonne Cavalieri, qui sont en 2024 les plus fidèles spectateurs des grands ballets? Est-ce que ce sont des gens là, comme la Bonnée de Pierre Desmarais qui viennent depuis 25 ans puis qui ont maintenant une canne? Ou est-ce que c'est un public qui se renouvelle parce que la danse se renouvelle chez vous aussi? C'est une question très difficile, très difficile, parce que je pense qu'il y a une Renaissance? Non, Non? Il y a merci. À chaque Casse-Noisette, par exemple, parce qu'il y a un public seulement pour Casse-Noisette. Il y a aussi un public familial, donc ça dépend du titre. Avant la pandémie, les abonnements y allaient beaucoup mieux. Maintenant, je pense que lentement, ils vont remonter, mais ça peut y aller très vite, la perte du public. Ah oui? Et ça peut y aller très lentement, l'affection du public. On peut gagner l'affection du public à travers différents spectacles, mais ça peut aller aussi assez vite qu'on perd l'attention. Et je ne sais pas s'il y a une formule pour pouvoir garder vraiment... Il n'y a jamais de garantie. Des garanties, non, presque jamais. Il y a des expériences. Chacun, comme disait Pierre, on a une expérience personnelle. Quand on regarde un spectacle, ça nous laisse des souvenirs et ce souvenir est transmis peut-être à quelques collègues. Vous devez aller voir ce spectacle, c'est très beau. Et c'est un petit peu comme ça que ça marche. Mais je pense que le public va être toujours présent parce que ça fait... je mi riallaccio, je fais une liaison avec ce que je disais avant. C'est ce qu'on disait avant, c'est que la danse et le corps et la musique et l'art sont éternels. Et si nous, on est aussi éternels, nécessairement cette liaison va être éternelle. Oui. Alors, en terminant, je vais essayer de faire ressortir des choses à venir. Rodney nous a parlé un peu de la symphonie du cœur, des cœurs. Symphonie de cœur. Symphonie de cœur qui s'en vient au mois d'avril. Pierre Desmarais, vous avez lancé hier votre prochaine saison. Parlez-nous juste un tout petit peu peut-être de ce Hamlet qui va être revisité, un classique, là, mais on ne partira pas d'une musique ancienne dans ce cas-là. Non, on parle de la pièce. La pièce qui est un classique. De la pièce qui est le classique, mais c'est le défi que, en fait, Robert Lepage et Guillaume Côté vont avoir, c'est vraiment de mettre en danse une pièce de théâtre. Hamlet est à la base une pièce de théâtre, donc et c'est de 100 mots, donc c'est une mise en scène dansée de Hamlet. Ce qui devrait être quand même assez extraordinaire dans un sens. Donc, oui, c'est un gros défi parce que on ne veut pas présenter une pièce de danse-théâtre avec des mots, des textes, et ainsi de suite. C'est vraiment une pièce dansée avec 9 interprètes. Quel défi, en effet. Et ça va être une création, là? C'est une nouveauté? La première se fait au mois d'avril, à Toronto. Non, à Toronto. À Toronto d'abord. Oui, ça s'en vient après. Oui. En avril, dans un mois, là? Oui, oui. D'accord, d'accord. Alors, vous avez déjà une idée de ce qu'il y a dedans, ce Hamlet? Oui, j'ai déjà vu une première version que j'aimais peut-être un peu moins.
Ah! Mais je veux dire, c'est des artistes qui travaillent, ils travaillent, Eh bien, ils Robert retravaillent. Lepage est toujours dans ce mode de création en progrès. Hein? Donc, entre ce que j'ai vu il y a 1 an et demi et ce que ça va être dans 1 an, c'est sûr Il y aura un monde de différence. Oui. Bon. Alors, Pierre Desmarais vient de faire un aveu très intéressant là-dessus. On a hâte de voir la suite. Donc, Yvan Cavalieri, je vais vous torturer. Vous allez là lancer votre saison. Avant de partir, voulez-vous nous donner une petite primeur, nous donner un nom de pièce? Avec plaisir. Oh. J'aime la torture. Mais ça va être une année, le 2085, avec des anniversaires très importants. Je soulignais avant le 60e anniversaire de Casse-Noisette, mais aussi il y a les centenaires de Madame Chérieff, c'est la fondatrice du Grand Valais canadien et de l'école supérieure. Donc, dans cette soirée, mon désir était de voir les travaux et la danse de la compagnie, mais pas seulement, aussi avoir une liaison avec l'école supérieure. Donc, dans cette soirée, 4 chorégraphes. Il faut attendre 2 heures avant que je puisse vous dire lesquels sont. Les noms des chorégraphes, d'accord. Prochaine étape. Alors, c'est un peu de torture de l'autre côté aussi. Lydia Bouchard, 6e saison pour Révolution. Oui. Est-ce qu'il y a une petite primeur à annoncer? Vous avez... Je pense que c'est assez public que c'est une saison particulière. Là. C'est une saison où des anciens All-Stars, comme ils appellent, je sors d'un petit meeting, j'en sais presque juste autant que vous, mais sinon qu'il y aura aussi des nouveaux et énormément de piquants. J'ai très hâte de voir qui sera au rendez-vous. D'accord. Et Rodney Désir, donc il y a la symphonie de chœur qui s'en vient. Et sinon, vous repartez donc, en fait, dans quelle direction? Bien, Symphonie de chœur s'en vient donc à Montréal, oui. Ensuite à Ottawa, au CNA, et ensuite à Lugano. Et par la suite, la compagnie se tourne vraiment vers un lancement d'un laboratoire chorégraphique documentaire. Donc, vous en saurez plus prochainement, mais on va vraiment s'établir dans un autre état. Optimiste pour la suite? Dernière questions? Parce qu'il y a 1 an, on s'inquiétait un peu dans le monde du théâtre. On parlait d'un mode de production ancré sur la pauvreté et l'épuisement des ressources humaines. Citation, là. Donc, ça, depuis tout à l'heure, on est exalté, mais c'est exigeant, la danse. Est-ce qu'on a les ressources qu'il faut, Pierre Desmarais? Est-ce qu'on s'en va vers un avenir où les ressources vont être de plus en plus épuisées? Non, moi, je suis un éternel optimiste. On va trouver les moyens, on va trouver la façon. On doit s'adapter. On s'adapte dans les créations, on s'adapte dans la façon de faire, et ainsi de suite. Non, moi, je suis optimiste que le futur, c'est la danse. Rien que ça. Rien que ça. Le futur, c'est la danse. Oui, c'est un beau mot de la fin. On va les applaudir. Et les remercier, bien sûr, tous les 4. Alors... Par ordre alphabétique, Lydia Bouchard, qui est donc de la compagnie La Résistance, metteur en scène et chorégraphe, et que vous reverrez, vous l'aurez compris, dans le cadre de l'émission Révolution pour une 6e saison. Yvan Cavalieri, directeur artistique des Grands Ballets de Montréal depuis 2017. Pierre Desmarais, directeur artistique et général de Danse. Et Rodney Désir, chorégraphe et directrice artistique et générale de RD Création. Un grand merci à vous 4. Merci. Et bonne danse, tout le monde. Alors, merci, Catherine.